Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au 10 février et c'est le 77e CITREP. Et là, on va faire référence à cette menace d'offensive finale dans le Donbass, puisqu'il y a des plans qui ont été définis. Alors, ils étaient secrets, mais bon, apparemment, il y a des gens qui ne sont pas franchement, du côté ukrainien, qui ne sont pas franchement enthousiastes pour aller commettre des crimes de guerre sur crimes de guerre. Il y en a qui sont trop enthousiastes et qui ont publié les plans pour dire vous voyez, on va reconquérir le Donbass. Voilà, donc bon. Donc il y en a qui ont un QI d'huître bien avarié. Oui. Voilà. Je propose qu'on commence le CITREP avec des questions qui ont été posées sous les dernières vidéos. Les précédents CITREP. Donc il y avait quelqu'un qui avait demandé à quel point donc mon travail était dangereux au quotidien, etc. Bon, déjà je me trouve dans une zone de guerre, donc déjà à la base je suis soumise aux mêmes risques, je dirais, que la population locale qui vit ici à Donetsk. Ensuite, bien entendu, à chaque fois que je me rends sur le front, que ce soit pour des missions humanitaires, que ce soit pour des reportages, pour des choses comme ça, bien entendu, je prends des risques. Quand je parle du front, je parle bien des localités qui sont traversées par la ligne de front, c'est-à-dire où je me retrouve généralement à moins d'1 kilomètre, voire même parfois à peine à quelques centaines de mètres, des positions ukrainiennes. C'est le cas, entre autres, à Zaïtsevo, où je me rends assez souvent, ou dans le sud de la RPD. Donc bien sûr ce sont des zones extrêmement dangereuses, donc je risque ma vie, il suffit d'un sniper, il suffit d'un tir d'obus de mortier pour tuer, hein. Je veux dire beaucoup de gens meurent dans ces villages à cause de tels tirs. Pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois que j'avais dormi à Zaïtsevo dans ma famille adoptive, on a quand même un sniper qui avait remarqué que j'étais en train de filmer les tirs qui avaient lieu dehors et qui a tiré en fait sur le mur de la maison juste à côté de la fenêtre en fait où j'étais en train de filmer. Bon, ça avait valeur d'avertissement, c'est dangereux, voilà, bien entendu, il aurait pu me la coller directement dans la tête. Donc bien entendu, mon travail est dangereux de manière régulière. Je ne suis pas tous les jours sur la ligne de front, mais à chaque fois que j'y suis, bien sûr, c'est dangereux. Il faut y rajouter le danger, bien entendu, que représentent tous les groupes de, on va dire, de subversion ou de sabotage ukrainien qui peuvent être infiltrés ici. Il faut savoir que j'ai déjà reçu, même avant que je vienne dans le Donbass, de nombreuses menaces, y compris des menaces de mort, de la part de gens qui soutiennent ouvertement secteur droit, le régiment Azov, ce genre de trucs. Et puis tu as une fiche sur le site Mirodvorets. Et j'ai une fiche sur le site Mirodvorets, donc je suis catalogué comme séparatiste, donc comme personne à éliminer. Pour eux, clairement, j'ai reçu des menaces sur, en gros, le jour où ils reconquièrent le Donbass. Je fais partie des gens qui se feront abattre. Donc mon travail est dangereux. Mon travail est clairement dangereux, voilà, comme le travail de tout reporter de guerre. Voilà, je suis pas tous les jours sur la ligne de front à risquer de me prendre une balle, mais voilà, je suis quotidiennement en danger, même en vivant, on va dire, à Donetsk même pas dans les districts qui sont situés sur la ligne de front. Même là, ça reste dangereux. Je rappelle que l'année dernière, lors de la grande escalade qui avait eu lieu fin janvier, début février, des tirs avaient frappé des quartiers extrêmement orientaux de Donetsk, comme ce missile ouragan, cette roquette d'ouragan qui avait frappé ce rond-point du motel, qui est quand même situé très à l'est par rapport à la ligne de contact. Il y avait eu des tirs aussi qui avaient frappé le nord de Makeyevka, qui elle aussi est quand même très à l'est de Donetsk. Donc en réalité, si vraiment ils se décidaient à rompre totalement les accords de Minsk et à noyer Donetsk sous les bombes, il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas de quartier jusqu'à, je pense, une bonne. Même toute la totalité de Makeyevka qui pourrait être couverte. Je veux dire, si on prend des lance-roquettes multiples comme les ouragans, etc., ça peut tirer jusqu'à 35 km. Oui, facile, oui. Sans problème. Donc, n'importe qui prend une carte de la RPD se rend bien compte
que ça permet d'arroser quand même une très très grande zone où sont assez de nombreux habitants. Donc voilà, ça c'était la première question. La deuxième, il y avait quelqu'un qui avait demandé de quel type d'attaque nous étions victimes, parce qu'on en parle régulièrement, et quelle était leur provenance. On a différents types donc d'attaques qui nous frappent aussi bien Tom que moi, qui sont principalement des attaques informatiques, donc qui sont des tentatives d'intrusion sur nos ordinateurs. La provenance est assez variée. Je considère toujours de toute façon que les adresses IP qui sont utilisées pour ces attaques ne sont pas fiables en tant que preuve, parce que je sais à quel point c'est très facile de masquer son IP et de se faire apparaître comme étant complètement ailleurs. Vous pouvez être aux États-Unis et vous faire passer pour une IP russe, une IP bulgare, une IP française ou une IP du fin fond de Ouagadougou. Donc ça veut rien dire, mais effectivement, on a des tentatives d'intrusion régulières. On a protégé, bien entendu, nos installations informatiques de telle façon que ces attaques ne réussissent pas. La seule chose qu'elles arrivent à faire, c'est parfois ralentir énormément nos connexions, ce qui provoque parfois donc des petites perturbations au niveau du son lorsqu'on discute, lorsqu'on fait nos vidéoconférences sur Skype. Oui. Donc ça, c'est le premier type d'attaque. Le deuxième, c'est la censure, c'est-à-dire de plus en plus insidieuse, entre autres au niveau de Facebook, avec un étiquetage de plus en plus systématique de nos publications comme étant indésirables, pour les faire disparaître, en fait, ou les faire disparaître sans même les flaguer comme étant indésirables, mais on voit bien que personne ne les voit. Donc on voit bien qu'on publie, mais c'est comme si la publication n'apparaissait sur le mur de personne. Et donc ça c'est quand même assez sérieux. Là, depuis quelques jours, on voit ça maintenant dans toutes les publications concernant le Donbass que l'on partage. Voit une chute d'audience énorme à cause de cette censure algorithmique insidieuse. Donc voilà le type d'attaque dont nous sommes les victimes. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'étouffer l'information pour empêcher les gens d'être mis au courant de ce qui se passe réellement. Ah bah oui, c'est clair. Donc ça aussi, c'est généralement quand même un signe avant-coureur d'attaque, puisque avant de commencer une guerre, il faut d'abord commencer la guerre de l'information. Et comme ils sont en train de la perdre avec leur propagande, ils essayent en fait d'empêcher l'information réelle de parvenir jusqu'aux gens qui en auraient besoin pour prendre peut-être des décisions qui pourraient potentiellement changer le cours des choses. Absolument. Donc voilà, c'est ça la situation. On a d'ailleurs, on peut noter qu'il y a une hémorragie en ce moment chez Facebook. Des gens qui sont sur Facebook. Donc je vous encourage massivement à poursuivre ce mouvement, à passer sur Contact, à passer sur Telegram pour être sûr de ne jamais rater nos articles. Surtout avec ce qui se prépare, donc je vais en parler. Vraiment, c'est important de vous tenir informé de ce qui se passe avec les risques de dérapage évidents que cela pourrait entraîner. Donc vraiment, inscrivez-vous sur Telegram. Toute personne qui a un smartphone, vous pouvez vous inscrire sur Telegram, c'est gratuit. Vous recevez une petite notification à chaque fois qu'un article est publié en avant-première. Vous recevrez des informations, même que je ne publie pas, ni sous forme d'articles, ni sous forme de posts Facebook, parce que c'est des petites news, c'est des petites informations, des petites avant-premières, des photos, des informations urgentes, des informations urgentes, entre autres en cas de bombardement, en soirée ou en pleine nuit. Voilà, je publie en priorité sur Telegram parce que c'est un canal qui est beaucoup plus adapté. C'est un canal qui est crypté, qui est d'origine russe, comme Contact. Donc vraiment, vous pouvez y aller, c'est sécure. Je vous y encourage. Donc voilà, donc je vais passer à la partie bilan de la semaine, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 95 reprises. Donc on est presque au double de la semaine précédentes, durant lesquelles l'armée ukrainienne a tiré 423 obus de mortier de 120 et 82 mm, un obus d'artillerie, 629 munitions de véhicules de combat d'infanterie et 7 obus de chars d'assaut. Donc là, on est en croissance plus qu'exponentielle par rapport à la semaine dernière. Il faut y rajouter 8 violations du cessez-le-feu et 300 munitions, dont 60 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés durant les dernières 24 heures. Donc il y a eu un petit peu moins de violations, on va dire, par rapport à la moyenne de la semaine durant les dernières 24 heures, parce qu'il a de nouveau neigé, donc ça a de nouveau poussé les soldats ukrainiens à se mettre un peu plus à l'abri. Enfin, ils se sont bien vengés sur le nombre de munitions tirées.
Ces bombardements de la semaine ont touché 12 localités de la République. Suite à ces bombardements, 2 habitations ont été endommagées de nouveau à Dokuchaïevsk, car ils se déchaînent sur cette localité. Des tirs sont de nouveau tombés près de la conduite d'eau principale de la station de pompage de Yuzhno-Donbass. Bien entendu, les forces armées ukrainiennes ont essayé d'en rejeter le blâme sur les RPD, qui a rappelé que la destruction de cette conduite d'eau priverait 1,5 million de personnes d'eau potable, y compris côté ukrainien. Voilà, petit rappel quand même. Les gens sont prêts à se suicider pour essayer d'accuser l'Ukraine. Non, la RPD, La RPD, c'est les forces armées ukrainiennes qui essaient d'accuser les RPD. Oui, pardon. Donc on en est là quand même. Voilà, donc, c'est quand même magnifique. Ils sont prêts à priver la population qui est de leur côté d'eau potable pour arriver à leur fin. Bon, avec des libérateurs comme ça, moi je dis vous n'avez pas besoin de pays occupants. Bref. Si on regarde tout ce qui est accumulation d'armes lourdes, les forces armées ukrainiennes continuent sur cette tendance d'accumuler de l'armement sur la ligne de front. Ainsi, les services de renseignement de la RPD ont détecté près de la ligne de contact 5 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 15 canons anti-chars Rapira de 100 mm et 18 chars d'assaut T-64. Donc la RPD a attiré l'attention de l'OSCE sur ces pièces d'armement et des positions de tir de pièces d'artillerie et de mortiers qui ont été détectées près de la ligne de front. Surtout que les forces armées ukrainiennes se cachent de moins en moins, déplacent maintenant l'armement en pleine journée et tentent même d'abattre les drones de l'OSCE quand ceux-ci voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. L'OSCE, quant à elle, quand même, fait plus ou moins son travail de ce côté-là en détectant et en notant dans ses rapports encore bien plus de pièces d'équipement absentes des zones de stockage où elles devraient se trouver, je le rappelle. Ainsi, cette semaine, la MSS a détecté l'absence de 21 canons anti-chars, 18 MT-12 Rapira de 100 mm et 3 D-48 de 85 mm, 13 obusiers automoteurs, dont 6 Gvozdika de 122 mm et 7 Akatia de 152 mm, 34 chars d'assaut T-64, 2 systèmes anti-aériens OSA, 6 canons anti-chars Rapira et 12 mortiers de 120 mm sont toujours manquants, et 21 chars d'assaut T-64, 7 obusiers automoteurs et 3 mortiers automoteurs, 2 S9 sont manquants pour la première fois. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport de l'OSCE. Donc là, ils sont en train de ressortir de nouveau des quantités astronomiques d'équipement des zones de stockage. L'information importante de cette semaine est bien sûr l'annonce le 5 février par Edouard Bassourine de la volonté de Kiev de lancer une guerre éclair dans le Donbass au printemps. Les services de renseignement des RPD ont détecté, donc, comme on a pu le voir, une accumulation active de forces et de moyens ennemis sur toute la ligne de contact. Donc pas seulement de l'armement, mais aussi des moyens de transport acheminant des soldats, des moyens matériels, y compris du carburant et des munitions de gros calibre. Ça, on le sait grâce aux habitants des localités qui sont situées de l'autre côté. Donc on les remercie pour les énormes risques qu'ils prennent pour nous informer. On a noté aussi la reconnaissance aérienne croissante par l'armée ukrainienne de l'emplacement des positions de la RPD, du déploiement de ses troupes et des infrastructures vitales des localités de la République à l'aide de drones. Donc on mettra une petite carte pour montrer les vols les plus fréquents qui ont été détectés. Il est notoire que des ordres opérationnels donc pour lancer l'offensive ont été envoyés aux forces et aux unités militaires ukrainiennes stationnées dans la zone de la soi-disant opération antiterroriste. Des fonds supplémentaires ont aussi été crédités sur les comptes de la 57e brigade d'infanterie mécanisée et de la 30e brigade mécanisée pour essayer d'inciter un petit peu financièrement les soldats, essayer de leur graisser un peu la patte pour les pousser à la boucherie. Donc tous ces faits sur l'accumulation de forces et de moyens indiquent que la partie ukrainienne se prépare activement à une offensive tout le long de la ligne de contact. Des conclusions qui ont été confirmées, entre autres, par le décret de l'état-major général des forces armées ukrainiennes sur la planification de l'offensive qui a été publié dans les médias ukrainiens. Oui, il y en a un qui a publié ça dans un blog du site Correspondent. Donc des experts et des analystes militaires ont confirmé l'authenticité de ce document. Et le personnel de combat qui y est mentionné coïncide avec les informations des données de renseignement de l'RPD. Donc ça, c'est un Gugus qui a l'air d'être vraiment un pro-néo-nazi ukrainien. Il a dit, vous voyez, l'Ukraine n'abandonne pas le Donbass, on va les reconquérir par la force. La preuve, vous voyez, l'état-major a sorti un plan d'offensive. Bon, bravo mon gars. Lui, il va avoir du mal à s'expliquer au Donbass Arena quand le Nuremberg numéro 2 sera mis en place. Ouais. Donc, si on regarde, je vais essayer de résumer un peu le plan de l'armée ukrainienne.
Donc ils ont quand même déployé énormément de forces. On va mettre une petite carte qui montre toutes les unités qui sont déployées sur la ligne de contact. Donc le plan de l'armée ukrainienne prévoit donc d'utiliser toutes ces forces-là qui sont actuellement déployées près de la ligne de front, soutenues par l'artillerie et l'aviation pour infliger des dégâts maximum donc à nos armées, traverser la zone grise, franchir les fortifications et la première ligne défensive, et ensuite par donc toute une couverture de tirs d'artillerie lourde et de tirs de chars d'assaut, d'infanterie mécanisée, des unités d'assaut aérien et d'artillerie, de pénétrer vraiment profondément au sein du territoire de la RPD et de la RPL. Donc, entre autres, l'attaque principale est bien sûr prévue contre la RPD, qui est le plus gros morceau. Donc, ils veulent en fait contourner Donetsk par le nord et par le sud pour atteindre en fait la frontière avec la Fédération de Russie. Donc ils veulent en fait prendre Donetsk en étau, en pince. En pince, ouais. Mais ils ont pas tenté de faire ça. Faire un chaudron, hein. Oui, ils ont tenté de faire ça déjà, il me semble bien. En 2014, c'est le même plan que 2014. Hein. Ils se renouvellent pas les mecs. Hein. Voilà. Ils veulent aussi mener donc un deuxième axe vers le sud, pareil pour atteindre la frontière avec la Russie et couper les unités, empêcher les unités du sud, par exemple, de pouvoir remonter vers Donetsk pour essayer de prêter main forte au principal corps d'armée. Toutes les unités qui se trouvent à proximité de Mariupol. Voilà. Donc et donc l'idée c'est de rejouer la bataille des frontières, donc de nous bloquer l'accès à la frontière pour empêcher la Russie de venir nous aider. Bon. Donc l'autre attaque, bien sûr, c'est d'attaquer Lugansk, de la même façon, et là aussi d'atteindre la frontière avec la Russie pour bloquer cette dernière. Donc là, ils comptaient beaucoup sur les troupes d'assaut aéroportées. Bon, à cause de la configuration de l'RPL qui est un petit peu différente. Mais en gros, ils ont bien réinventé. C'est le même plan que l'offensive de 2014. Oui, c'est clair. Exactement la même. Bon, il semble qu'ils aient toujours pas retenu la leçon et que il faille leur réoffrir un chaudron d'Ilovaisk bis, ou un chaudron de Debaltsevo bis. Oui. Peut-être même un chaudron de Mariupol, va savoir. Peut-être enfin leur faire piger que non, ça ne marchera pas. Le moment de l'offensive n'a pas été choisi de manière fortuite, bien entendu. Il est connecté, en tout cas on le suppose, avec le fait que l'attention de la communauté internationale à ce moment-là sera dirigée vers l'élection présidentielle en Russie et la Coupe du Monde qui sera aussi organisée dans la Fédération de Russie. Mais bon, certains soldats sont un petit peu moins mongols que leurs officiers supérieurs, puisque les soldats de la 128e brigade d'infanterie de montagne ont déjà refusé de participer à cette aventure et ont donc été immédiatement retirés de la zone de l'opération antiterroriste. Le SBU a fait un gros nettoyage dans la brigade. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Le commandant de brigade a été suspendu de ses fonctions et actuellement l'état-major des forces armées ukrainiennes prend des mesures pour rétablir la capacité de combat et réorganiser les unités qui refusent de s'adonner au génocide de leur propre peuple, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, d'après les informations que moi j'ai, qui sont des informations bien entendu informelles, officieuses, etc., on s'attend à une reprise donc des hostilités à grande échelle d'ici la fin de ce mois-ci. Donc effectivement, juste à temps pour les élections en Russie. Donc c'est mauvais. Donc c'est très très mauvais. Là, on voit de toute façon qu'on dirige vers ça. La loi de réintégration du Donbass a été signée par le président du Parlement et envoyée à Poroshenko pour signature. Ça avait été un petit peu suspendu parce que des députés du bloc d'opposition avaient soumis un projet de loi pour faire annuler la loi de réintégration du Donbass. Donc ça avait suspendu la signature. Mais bon, elle a été bien entendu refusée par la Rada. Donc, l'amendement, tu veux dire l'amendement d'annulation a été refusé, bien entendu. Et donc, la loi de réintégration peut désormais être signée par le président ukrainien. Donc à partir du moment où il la signera, elle deviendra applicable immédiatement. Donc je pense que ça va plus trop tarder. Oui, c'est clair. Voilà.
on va bien là-dessus. Autre information qui semble aller dans ce sens, c'est l'arrivée d'officiers américains dans le Donbass, venus vérifier l'aptitude au combat des forces armées ukrainiennes. Ils sont accompagnés dans leur inspection par des membres du quartier général des forces armées ukrainiennes. D'après les informations dont nous disposons, ces officiers américains auraient recommandé de retirer les unités de secteur droit des positions situées près d'Avdiivka. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils n'ont rien dit sur les autres, non ? Hein ? Sur les autres néo-nazis, ils n'ont rien dit, les officiers américains. Bon sang, il faut quand même souligner encore une fois, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Qu'est-ce que foutent ces officiers US sur le front du Donbass? Ils sont pas les seuls. On va en parler un peu plus loin pendant ce temps-là à Kiev. Ça c'est quand même croustillant aussi. Oui. Hein, quand on voit qu'ils traînent pour aller aider l'armée ukrainienne, ça va rappeler à certains la Géorgie de 2008. J'expliquerai après pourquoi. Oui. En tout cas, pour l'instant, l'armée ukrainienne est plutôt mal barrée puisque rien que durant le mois de janvier 2018, les pertes hors combat de l'armée ukrainienne s'élevaient à 48 soldats, dont 19 suicides et 14 par maniement et violation des mesures de sécurité. Les données officielles font à peine mention de 22 pertes hors combat. Il faut noter que les circonstances de la mort de ces soldats sont cachées par le commandement, non seulement au public, mais aussi aux proches du défunt. Donc ils ne savent même pas de quoi leurs enfants, maris sont morts, c'est intéressant. Pour combler les trous, l'armée ukrainienne cherche maintenant d'ailleurs à recruter activement des hommes dotés d'un casier judiciaire. Voilà où est-ce qu'ils en sont. Ah bah voilà. Ils n'arrivent tellement pas à remplir les unités. Maintenant, ils vont chercher des taulards. Et ça rappelle les terroristes avec l'Arabie Saoudite qui leur promettaient la liberté s'ils allaient massacrer des civils en Syrie. Hein. Puis ça rappelle 2014 où on a accepté, donc on a donné ce cher Turchinov qui, je rappelle, lors de cette interview à la BBC, avait admis qu'ils avaient filé des armes à des gens qui avaient des casiers judiciaires plus que chargés, quand même, avec des condamnations pour des crimes. Pas des délits, des crimes. Voilà. Et en plus de ces soldats, l'armée ukrainienne perd aussi, entre guillemets, des armes, y compris celles qui viennent de l'OTAN, en les vendant à la République populaire de Donetsk. Bon, c'est pas neuf, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais là, un exemple récent assez flagrant a été fourni par Deki, ce fameux sniper serbe qui sert en République populaire de Donetsk, qui a posé pour notre collègue du projet War Gonzo, Semyon Pegov, avec un beau fusil d'origine finlandaise, un Sako TRG-42 d'un calibre 338, qui a été vendu à la RPD par les forces spéciales ukrainiennes pour la modique somme de $7000. Eh bien... Voilà où finissent les cadeaux de l'OTAN. Mmh. Dans le même temps, la RPD a créé... Alors, ils ont appelé ça un fusil de sniper, mais en réalité, c'est plus une station de tir de sniper, parce que le truc est monstrueux. On mettra une petite photo. Qui est doté du plus gros calibre au monde, du 23 mm. Sur le même calibre que le Zouchka, qui est quand même, je rappelle, une arme antiaérienne. C'est violent, ça, oui. Voilà. Et qui peut tirer jusqu'à 3 km de distance avec très peu de recul. Son petit surnom, c'est le séparatiste. Un petit clin d'œil envoyé à Kiev. Voilà. Donc, c'est déjà le deuxième fusil qui est créé en RPD. Il y en avait déjà un qui avait été créé dans un calibre, on va dire, un peu plus classique, en fusil de contre-sniping. Là, celui-là, donc, son but, ça va être clairement de détruire tout ce qui est véhicule blindé ennemi. Parce que du 23 mm, c'est déjà de la belle cartouche quand même. Donc ça va être de détruire des véhicules d'infanterie, des véhicules de transport de troupes, des choses comme ça. Donc voilà, on continue d'innover en termes d'armement ici. Vous voyez, on n'a pas besoin de recevoir des armes de la Russie, on crée les nôtres. C'est un monstre, le truc. Les gens verront sur la photo. 23 mm, tu veux bien le croire. Ah bah du 23 mm, ça te fait une sacrée cartouche, ça te fait un machin comme ça, quoi. Oui. Ça te fait un beau pruneau quand même. Bon, aux côtés de tous ces préparatifs pour une offensive, un autre témoignage qui vient un peu dans ce sens-là, c'est l'appel qu'a reçu la ligne d'assistance téléphonique de la RPD. Donc, il faut savoir que les deux républiques ont des hotlines sur lesquelles les gens qui sont de l'autre côté, qui sont côté ukrainien, peuvent appeler pour signaler des violations des droits de l'homme, des crimes commis par les soldats ukrainiens, etc. Et cette semaine, donc, cette ligne d'assistance téléphonique de la RPD a reçu l'appel d'un homme déclarant être un employé du ministère ukrainien de l'Intérieur d'une localité située sur la ligne de front, donc dans la partie du Donbass occupée par l'armée ukrainienne. C'est une petite attaque informatique là au passage. Ouais, donc là on vient de se reprendre de nouveau un truc. Donc
Donc c'est un monsieur qui travaille pour le ministère, enfin qui dit en tout cas travailler pour le ministère ukrainien de l'Intérieur et sur une localité qui est située près de la ligne de front dans la partie du Donbass occupée par l'armée ukrainienne. Cet homme a déclaré que les autorités ukrainiennes lui ont ordonné, ainsi qu'à ses collègues d'autres villes, de trouver un endroit où construire un camp de filtration pour la population du Donbass. Bon, à la demande de ce monsieur, bien entendu, le nom de la ville où il officie et son unité n'ont pas été communiqués, on ne va pas le mettre en danger non plus. Donc ce témoignage, bien entendu, doit encore être vérifié et corroboré par les services de renseignement de la RPD. Mais bon, ça ne serait pas la première fois. On se souvient, il y a 2 ans en arrière, on avait des soldats ukrainiens complètement mongols qui s'étaient pris en photo devant un tel camp en disant qu'ils étaient fiers de construire un tel camp de concentration pour les chiens de porc russes. Voilà. Bon, si c'est avéré, ça serait une preuve de plus que l'Ukraine se prépare à reprendre le Donbass par la force avant d'y mener une purification ethnique via ces camps de filtration. Il semble aussi qu'un nettoyage préventif des populations se trouvant du côté occupé par l'armée ukrainienne soit aussi prévu, très certainement afin d'empêcher les républiques d'obtenir des renseignements sur l'attaque qui se prépare. Donc je vais citer ce monsieur in extenso. Il a dit, je cite, « Nous comprenons bien entendu ce que cela signifie pour la population qui se trouve de l'autre côté. Ni moi ni mes collègues de Mariupol, Kramatorsk, Volnovacha ne doutons que le secteur droit n'assurera pas la protection donc, de ces camps. J'ai de la famille à Donetsk et Makeyevka, je suis né là-bas, j'y ai grandi, ma mère y a été enterrée. Puis quand tout cela a commencé, je suis parti servir en Ukraine. C'est incompréhensible. De quelle occupation russe du Donbass peut-il s'agir quand de tels ordres sont donnés? Il s'agit d'une campagne à très grande échelle qui implique non seulement notre structure, donc le ministère ukrainien de l'Intérieur, mais je sais avec certitude que le SBU travaille également sur ce projet de manière très intensive, mais ils ont des tâches légèrement différentes. Oui, effectivement, la torture, c'est pas tout à fait la même chose que... C'est-à-dire qu'ils vont filtrer, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner, ils vont trier les gens, il y en a qui vont peut-être s'en sortir, probablement peu d'ailleurs, et puis tous les autres, ils iront pourrir dans un camp s'ils ne sont pas traités de la même manière que les très nombreuses victimes, les ancêtres nazis des nationalistes ukrainiens. Voilà. D'après ce témoin, seront soumis aux mesures de filtration tous les hommes âgés de 15 à 65 ans et toutes les femmes suspectes. C'est intéressant comme concept. Une unité spéciale de la garde nationale, donc je rappelle, constituée majoritairement d'unités néo-nazies, sera chargée de garder le périmètre extérieur de ces camps, tandis que secteur droit, là aussi une unité néo-nazie, sera chargée de maintenir l'ordre à l'intérieur. Si ça vous rappelle les Waffen-SS, les SS et tout, non, c'est... Dachau. Voilà. Tous ces camps-là. Non, c'est pas fortuit en fait. Ils nous font vraiment un remake. Donc il a continué son témoignage. Nous y préparons déjà très activement. Dans notre département, les tables des opérateurs sont déjà remplies de dossiers personnels de séparatistes locaux, c'est-à-dire de ces gens qui habitent côté ukrainien et qui soutiennent les républiques populaires. La dernière fois, c'était pareil. Le nettoyage dit préventif est prévu parmi la population locale. Jusqu'à présent, je sais seulement que ces mesures sont en cours de préparation à Starobelsk, Lysychansk, Artyomovsk et Severodonetsk. Donc Artyomovsk, c'est une localité qui est pas très loin de Zaïtsevo, par exemple, donc pas très loin de Gorlovka. Donc on voit bien que le but, c'est d'empêcher la RPD et la RPL d'obtenir des informations sur ce qui se prépare. Bon, en clair, la répression déjà féroce du SBU va s'intensifier contre ceux qui contestent, bien entendu, les autorités ukrainiennes issues du coup d'État de 2014, en rajoutant les camps de filtration, enfin on peut appeler ça des camps de concentration, à l'arsenal déjà pléthorique de prisons secrètes et de torture dont les services de sécurité ukrainiens usent et abusent depuis déjà 4 ans quand même, je le rappelle. Si on regarde l'avenir de la région après le conflit, un expert a quand même rappelé que c'est comme beaucoup de conflits modernes. L'usage des mines, entre autres des mines antipersonnelles, est quand même massif et qu'au point où on en est, après presque 4 ans de guerre déjà, le déminage de l'après-guerre dans le Donbass prendra au moins 40 ans. Donc, c'est ce qu'a déclaré Alexandre Dichek, le président de l'unité internationale antiterroriste, lors d'une conférence de presse intitulée « Déminage humanitaire du Donbass ». Donc il a dit, je cite, que ce problème est caractérisé par 3 indicateurs, entre autres la zone à défricher qui est déjà de 7000 km², c'est énorme. Le deuxième, c'est la période de déminage, parce que selon les critères de l'ONU, une année de guerre nécessite 10 ans de déminage. Donc on en est déjà presque à 4 ans de guerre. Donc on en est déjà presque à 40 ans. Il a d'ailleurs souligné qu'en Croatie, par exemple, le processus de déminage était toujours en cours depuis déjà 19 ans, en Bosnie-Herzégovine depuis 17 ans et en Azerbaïdjan depuis 17 ans aussi. Et il a rappelé que tout ça avait un coût. Environ 10 ans de déminage valent entre 500 et 600 millions de dollars. Qui c'est qui va assumer tout ça? Voilà, je pose la question. C'est plus rhétorique qu'autre chose. Mais,
voilà, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ouais. Voilà. Donc, de son côté, donc, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, la RPD continue donc, de travailler sur son développement économique. On avait parlé en octobre donc, de la réouverture officielle de la série du Duzovski. On avait parlé du fait qu'il y aurait des marchés intérieurs pour sa production. Et ben, ça se développe comme prévu par les autorités de la RPD. Un des destinataires évidents pour la production de cette aciérie était bien sûr l'usine de fabrication de fils et de câbles en acier si lourd qui est située à Kharkiv, dans l'est de la RPD. Donc après un premier redémarrage tout en douceur de la production d'acier à Yuzovski, les ouvriers ont lancé dès le 29 novembre 2017 la fabrication de cette matière première pour l'usine de Kharkiv. Et celle-ci est désormais utilisée par l'usine de Silour pour assurer sa propre production. Donc, elle a commencé sa production sur base de cette matière première au 1er février. Donc, c'est vraiment tout récent, c'est vraiment la news toute fraîche. Donc, ils se sont basés sur donc un fil d'acier à haute teneur en carbone fabriqué à la série Duzovski. Grâce à cette coopération, en fait, l'entreprise de Kharkiv a été sauvée en fait d'une cessation d'activité, puisqu'en fait, avant ça, elle s'était retrouvée arrêtée à plusieurs reprises. Pardon. Parce qu'elle était privée de matières premières tout simplement. D'accord. Donc le début de ce processus de production a été contrôlé par le ministre par intérim de l'Industrie et du Commerce de la RPD, Alexei Granovski. Donc ce dernier a souligné l'importance de cet événement issu de la coopération entre les deux usines, parce qu'en fait, ce fil d'acier à très haute teneur en carbone, c'est une nouveauté. Parce que la série Duzovski n'avait jamais produit de telles pièces d'acier auparavant. Donc c'est vraiment... ils se sont lancés dans une première. D'où l'importance de cette coopération entre les deux usines pour vraiment que la production de l'une corresponde aux besoins de l'autre. D'accord, oui. Ça, c'est très intéressant. Former une autosuffisance. Une autosuffisance. Donc, c'est voilà, pour que ce qui est produit par une usine en interne puisse servir à une autre pour travailler. Là, actuellement, Silour dispose de 2000 tonnes de matières premières, ce qui est suffisant pour assurer 2 mois et demi de travail continu, voire 3 mois sur certains postes. Et les deux usines sont déjà en train de préparer la suite de leur coopération. Donc cette usine à Kharkiv, elle est spécialisée dans la fabrication de câbles en acier, de fils d'armature, de treillis, donc pour tout ce qui est construction, machinerie, entre autres. On pense bien sûr aux mines. Donc cette entreprise, elle est en mesure de fabriquer environ 60 types de produits tirés donc de ces câbles en acier, qui sont fabriqués conformément à de nombreuses normes qui vont de celles de la Fédération de Russie à celles de l'Ukraine, en passant par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc elle avait suspendu son activité à la fin de 2016 avant de reprendre sa production en avril 2017, mais était menacée de fermeture fin 2017 à cause de ces difficultés d'approvisionnement en matières premières, entre autres à cause du blocus économique auquel la RPD est soumise. Donc là, cette coopération entre les deux usines va permettre d'assurer l'activité de l'usine de Silour et donc de maintenir l'emploi des 891 personnes qui y travaillent. On se rend compte, c'est pas du tout anodin, c'est quand même une grosse usine. Et ce genre de coopération est amené à se développer de plus en plus, non seulement entre les usines de la RPD, mais aussi avec celles de la RPL. Comme ça a été exprimé par Ruslan Nang, le directeur du département industriel du ministère de l'Industrie et du Commerce de la RPD, lors d'une visite de travail en RPL. Donc ils vont établir une coopération industrielle et scientifique plus étroite entre les grandes entreprises industrielles des deux républiques, afin que ce travail en commun permette de réaliser pleinement les capacités de production des différentes entreprises de la RPD et de la RPL. Donc comme on peut le voir, malgré tout ce blocus et la guerre, les deux républiques continuent de redresser leur économie et de développer leur production interne pour accroître leur autonomie, bien entendu, le produit de certaines usines devenant les matières premières des autres, afin de contourner le blocus économique et puis de fournir de l'emploi à tout le monde, en tout cas un maximum de personnes. Nous avions parlé aussi dans un précédent site-rep de ce projet de tramway moderne qu'a lancé la RPD. Et bien ces jours-ci, ça y est, l'usine électrotechnique de Donetsk, DETZ, a commencé à assembler ces tramways de nouvelle génération. Ces tramways seront équipés de moteurs asynchrones produits donc par cette usine. Les tramways actuels, il faut le savoir, sont équipés de moteurs à courant continu. Ils seront aussi dotés de commandes électriques plus modernes qui permettra de réduire la consommation électrique des nouveaux tramways de 40% par rapport aux anciens. Ah oui, c'est bien ça. Donc c'est quasiment moitié moins que les vieux tramways. En termes de consommation électrique, c'est pas rien. Voilà. Donc les premiers tramways sortiront très prochainement donc, de la ligne de production de DTEZ, et selon les experts du ministère de l'Industrie, les RPD auraient besoin aujourd'hui d'environ 100 nouveaux tramways. Il faut dire qu'on en a, c'est vraiment des antiquités qui datent de l'époque soviétique. Ils roulent toujours, mais des fois tu te demandes comment. Voilà.
Pendant ce temps-là, à Kiev, il est lié en fait à toutes ces préparations d'offensive et entre autres à ces visites d'officiers étrangers. Oui, parce qu'il n'y a pas que les Américains, évidemment. Il n'y a pas que les Américains, hein. Il n'y a pas que les Américains qui se baladent. Il y a aussi des officiers israéliens. Ah bah tiens. Ils sont en vadrouille. C'est peut-être pour ça que tu disais qu'il y avait un rapport avec la Géorgie de 2008, ouais. où c'était le même cas. Juste avant l'offensive contre l'Ossétie du Sud par l'armée géorgienne, il y a eu des visites, il y a eu même la présence en Géorgie au moment de l'attaque d'instructeurs américains et d'instructeurs israéliens. Voilà. Quand je dis que l'histoire bégaye, hein. Oui. Mais bon, ces visites d'officiers israéliens se soldent par quand même un compte-rendu assez comique de leur visite, parce qu'ils sont venus donc inspecter l'armée ukrainienne. Et leur verdict concernant l'intelligence des généraux ukrainiens. Cerveau de poulet. Cerveau de poulet, voilà. Donc, c'est un major de l'armée israélienne, hein, Viktor Versner, qui est venu volontairement pour aider l'armée ukrainienne dans le Donbass, qui a provoqué un scandale en publiant sur sa page Facebook un post critiquant les forces armées ukrainiennes. Donc, dans ce post publié dimanche, Versner a déclaré que les généraux ukrainiens avec qui il a communiqué étaient absolument professionnellement inaptes, souvent extrêmement stupides. L'attitude envers les soldats est humiliante, le népotisme omniprésent, la frime et la corruption prévalent. De plus, il a exprimé l'opinion que les forces armées ukrainiennes souffrent de deux syndromes. Le premier, c'est « Nous savons tous en votre aide » et le deuxième, c'est « Nous sommes l'armée la plus forte d'Europe ». Pour appuyer ses propos, il a donné quelques exemples. Ainsi, selon lui, dans l'un des régiments spéciaux que Versner, donc régiments spéciaux, donc ça veut dire un de ces bataillons néo-nazis, hein, donc c'est bien. Le mec est juif, oui. Israélien. Le mec vient visiter des bataillons néo-nazis. Ça n'a pas l'air de lui poser plus de problèmes de conscience que ça. Bah c'est comme Kolomoïski, hein. Je veux dire, voilà. C'est pareil, hein, je veux dire. Non, mais c'est très bien parce que là, il y a, je dirais, on enlève un voile de l'histoire qui démontre que les sionistes trempent avec des gens qui trouvent que le nazisme n'était pas si mal, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Donc là, il va falloir d'ailleurs une enquête historique sur ce sujet-là. Hein. C'est bien que Simon Wiesenthal se penche un petit peu là-dessus. Je pense que ça serait intéressant. Donc il a exprimé, donc il a raconté son truc, là, sa visite. Donc il était là avec des fonctionnaires et l'attaché militaire américain. Ils sont ensemble, hein, voilà. Bah oui. Donc selon lui, les opérateurs radio de ce régiment spécial où ils étaient vêtus de chemises ukrainiennes traditionnelles au lieu de l'uniforme et forcés d'apporter la vaisselle à table, donc de faire le service, quoi. D'accord. C'est intéressant comme concept. C'est des opérateurs radio, hein, c'est pas des grooms. Il a parlé aussi d'exercices militaires qui avaient lieu dans la brigade, donc il était là en train d'assister au début avec admiration, hein, parce qu'il trouvait que c'était un travail tellement harmonieux du quartier général, même selon les normes de l'OTAN, ce qui est une nouveauté pour l'Ukraine, jusqu'à ce qu'il remarque les papiers avec le texte devant chaque officier. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc en conclusion, les Israéliens ont appelé les dirigeants des forces armées ukrainiennes à revenir à la raison et non à inventer un vélo à roues carrées. Oui, bah oui. Voilà. Mais de toute façon, il y a une explication à la raclée qu'ils ont prise, aux trois raclées qu'ils ont prises dans le Donbass. Hein, je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils sont allés se faufiler à Debaltsevo, à Ilyovaïsk? Le Vaïsk, hein, la bataille des frontières où ils se sont fait laminer entre le marteau et l'enclume parce que ils se sont retrouvés coincés entre la frontière et puis nos forces, donc ils se sont fait prendre un sandwich entre guillemets. Et je pense que déjà à cette époque-là, ils avaient des instructeurs américains. Hein. C'était secret évidemment. Alors maintenant, ils se cachent même plus, ils se prennent en photo. Donc instructeur américain, visite d'inspection d'officiers américains. Qu'est-ce que les officiers américains viennent inspecter les troupes ukrainiennes? Ils donnent des médailles, je crois même. Il y a une photo où on voit un général donner une médaille. Ils donnent des médailles. Je veux dire, et après, t'as des gens qui viennent nous dire oui, mais l'Ukraine défend son indépendance contre la Russie. Indépendance de quoi? Vous êtes une putain de colonie américaine. Oui, vous êtes une colonie américaine. Vous subissez des visites d'inspection de l'armée américaine, d'officiers américains, avec des officiers israéliens. Qu'est-ce que vous venez me parler, putain, d'indépendance?
Oh, redescendez sur Terre, les mecs. Donc, tous les gens qui défendent, soi-disant, même côté français, la bataille pour l'indépendance de l'Ukraine, mais indépendance de quoi? Est-ce que tu vois... et pourtant, la France est déjà bien vassale des États-Unis. Est-ce qu'on a déjà vu, en France, des officiers américains et israéliens débarquer pour faire une visite d'inspection de l'armée française? Est-ce que vous pouvez même imaginer le truc? En même temps, on y est peut-être, on en est peut-être pas loin. Hein, on n'y est pas encore quand même. Hein. Mais je veux dire, le jour où ça arrive, vous pouvez prendre le drapeau français, vous pouvez l'enterrer. Hein. Non, mais ça voudrait dire qu'on n'est plus qu'une putain de colonie américaine. Je vous le dis clairement. Genre un pays où tu vois des trucs comme ça, où tu vois des officiers américains et israéliens qui viennent pour inspecter les exercices de l'armée ukrainienne, et vous venez me parler d'indépendance. Surtout une visite d'inspection où il y a forcément des néo-nazis qui commettent crime de guerre sur une population du Donbass quand même. Là, on marche complètement sur la tête. Donc voilà, on en est actuellement dans cette phase de préparation. Quand exactement et à quelle vitesse ça va partir en live, on ne sait pas. Je pense que cette date estimée de maximum fin du mois de février, je pense, est relativement juste au vu du contexte international. Hein. La crise économique là, qui semble bien parti pour exploser en plein vol, puisque je rappelle que depuis quelques jours, les cours boursiers se cassent la gueule. Oui, comme par hasard aussi. Hein. Tout ça, que ce soit le CAC 40, le Dow Jones, même les PAX, même les places boursières asiatiques. Hein, le VIX, qui est l'indice de nervosité interbancaire, a grimpé à la verticale, hein, et on n'a pas vu grimper depuis très longtemps comme ça. Hein. Voilà. Là, on voit un décrochage au niveau boursier. Ça, c'est très mauvais. On voit, on a vu comment on pourrait appeler ça, cette honte de l'exclusion donc des sportifs russes, qui est parfaitement propre, qui ont été exclus a priori alors qu'ils avaient été lavés de tout soupçon par le tribunal arbitral du sport. Le CIO s'est complètement compromis. La Coubertin doit se retourner dans sa tombe, de faire la toupie. C'est une honte. Là, là, on touche le fond, c'est plus possible. Faut qu'ils arrêtent de creuser. Là, ils vont atteindre le noyau. Hein. Là, ça prouve une chose, c'est que le CIO est compromis avec Washington. Hein. Je veux dire, quand tu vois, c'est quoi, c'est l'équipe finlandaise ou norvégienne? Ouais, norvégienne. Ils sont venus avec 6000 doses de médicaments pour l'asthme. Ouais. 70% de leurs médaillés sont déclarés soi-disant asthmatiques. Ah mais c'est extraordinaire des asthmatiques comme ça, hein. Excuse-moi. J'ai eu des camarades de classe et des amis asthmatiques, je les ai jamais vus accomplir des prouesses du genre qu'on voit lors des Jeux Olympiques. Si ces gens-là sont asthmatiques, moi je suis la reine d'Angleterre. Excuse-moi, ils m'ont cul sur la commode. Non mais ça veut peut-être dire qu'ils se sont trompés de Jeux Olympiques. Hein. Peut-être qu'ils pensaient... Ils allaient aux Paralympiques, en fait. Il faudrait qu'ils aillent aux Paralympiques. Non, là, je vais dire, c'est délirant. Donc, on a des sportifs qui sont ouvertement dopés au nom de maladies imaginaires. Enfin, je veux dire, non, c'est pas possible qu'il y ait 70% des médaillés d'un pays qui soient asthmatiques. Je pense 70%. Rien qu'en tennis, par exemple, on devrait faire une comparaison entre l'apparence physique de Maria Sharapova, hein, c'est Maria, hein, Sharapova, c'est ça, et puis l'une des sœurs Williams, qui ressemble à Schwarzenegger, mais en noir avec des cheveux longs. C'est pas qu'elle soit noire, hein, qui soit le problème, c'est qu'elle est quand même... c'est la carrière de Schwarzenegger. Non, voilà. Je suis désolé, tu compares Sharapova avec une des sœurs Williams, il y en a une, tu te demandes si c'est sûr que c'est bien une femme. Et pareil, hein, elle prend des les sœurs Williams prennent des corticoïdes, soi-disant pour des problèmes de santé. Je crois que c'est aussi de l'asthme. Hein. Elles sont aussi asthmatiques. Ouais. L'histoire d'Armstrong aussi, en cyclisme. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a eu des sportifs russes qui se soient dopés, très certainement, comme il y a des sportifs américains, des sportifs anglais, des sportifs français. Hein, on en a eu aussi chez les Français qui se sont dopés. Hein, Est-ce qu'on a déclaré que la France avait fait un doping organisé d'État sans preuve aucune, sur base d'un rapport foireux? Enfin bon. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une tentative
discréditer publiquement la Russie par tous les moyens, de l'humilier. C'est très mauvais. Ça, c'est vraiment pas la bonne idée, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment un très mauvais scénario. On a vu donc les États-Unis changer leur doctrine d'emploi des armes nucléaires. Donc on voit les bourses qui se cassent la gueule. Bon, là vous voyez la séquence d'événements. Là, c'est comme de l'eau qui descend dans un tourbillon. Plus ça va et plus ça va vite et plus ça descend loin. Bon, bah là, on est exactement là. Donc voilà. Donc je peux que recommander aux gens de se tenir vraiment informés, donc de nous suivre sur Contact, sur Telegram, puisque Facebook nous censure de plus en plus. Ça devient de plus en plus difficile de passer entre les fourches codines. Donc vraiment. Connectez-vous sur ces plateformes-là pour nous suivre en direct. La seule chose que j'espère, c'est qu'on pourra continuer à vous informer, enfin que je pourrais surtout le faire, puisqu'en cas de grande offensive, le risque étant qu'ils tentent de bien sûr détruire nos moyens de communication. Ouais, je le confirme et je te... Ouais. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant un moment, bon bah c'est qu'ils auront coupé l'accès à Internet et que je peux plus communiquer avec vous. Mais on va essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer au maximum jusqu'au bout de vous informer. Mais ça promet d'être extrêmement violent. La RPD a émis des craintes publiques aujourd'hui sur les risques élevés de victimes civiles. Basourine a dit que lui sa crainte, bien entendu, c'est qu'en plus ils n'arrivent pas à mener en fait leur attaque comme ils le veulent. Ils se vengent sur la population. Qui se vengent sur la population en mode tapis de bombe, quoi. C'est-à-dire parce qu'il rappelle quand même que les soldats ukrainiens sont entraînés depuis 4 ans par des troupes de l'OTAN, dont la spécialité est le carpet bombing, hein. Donc le tapis de bombe, hein, on rase tout. Il a rappelé quand même le sort de la population civile à Mossoul. Comme je pense à ces bons parallèles de ce qui risque de nous arriver. Oui, sauf que là, la Russie est pas loin et je pense que Poutine, dans une période électorale, risque fort de ne pas accepter ce type d'option. En tout cas, un accord est déjà en cours de conclusion entre l'Ossétie du Sud et les RPL, comme il a été conclu entre l'Ossétie du Sud et les RPD. Donc l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, semble-t-il, sont prêtes à venir nous prêter main forte en cas de besoin. La RPD a mobilisé ses réservistes, a mené donc, des assemblées de réservistes pour remettre un petit peu à jour toutes leurs connaissances, comme on en avait déjà parlé. Donc on se tient prêt. Et puis je pense qu'on a de bonnes chances de réussir. On a réussi en 2014 et à l'époque c'était qu'une milice populaire. Aujourd'hui nos soldats sont quand même bien mieux entraînés, bien mieux préparés. On a une vraie armée qui s'est professionnalisée. Donc je pense qu'on a nos chances, mais le risque c'est effectivement le tapis de bombe, c'est-à-dire qu'il se venge en tirant massivement sur toutes les villes qui sont à portée de tir, y compris Donetsk, y compris Makeyevka, ce qui ferait énormément de morts, puisque je rappelle que Donetsk et Makeyevka groupés, c'est presque 1 million... On a 1,2 million, 1,3 million d'habitants. C'est énorme, d'habitants. C'est énorme. Donc vous vous rendez bien compte qu'un bombardement massif de telles zones civiles ferait énormément de morts. Donc voilà. Donc jeudi, je l'espère à la semaine prochaine, on va pouvoir continuer à faire le boulot, mais donc tenez-vous informés pour que, voilà, en cas de démarrage brutal de l'offensive ukrainienne, que vous puissiez être informés et que donc vous puissiez comprendre ce qui se passe si jamais à un moment vous ne recevez plus d'informations de ma part. Donc voilà. Et donc en attendant, je te dis à samedi prochain. À que samedi prochain, oui. Et pas entre-temps, ce qui signifierait une catastrophe. Je l'espère. Ouais. Merci Christelle, bon courage et puis à samedi prochain donc. À samedi. Au revoir.